Bonjour Florence, Bonjour Johanna. comment tu vas? Eh bien, très bien. C'est Eh bien c'est parfait. parfait, c'est Mm. parfait. On est ensemble aujourd'hui pour le cycle d'investigation numéro 289, le protocole numéro 1. Moi, en tant qu'opératrice externe, et Florence en tant que support télépathe, toutes les deux étudiantes de l'Académie Calogero Grifasi. Les protocoles, comme vous le savez déjà, j'en suis sûre, sont faits en deux parties. On a la partie fixe qu'on reçoit, nous les opérateurs, dans plusieurs pays, dans plusieurs langues. La partie fixe est composée de questions fixes qu'on ne peut pas modifier ou approfondir pendant cette partie fixe. Les questions, vous pouvez les trouver aussi en dessous de cette vidéo. Et on a la partie explorative libre, où on va explorer justement les réponses que Florence m'aurait données dans la première partie. Florence ne connaît pas le sujet de Non. l'investigation. Les supports ne connaissent jamais les sujets avant d'entrer en hypnose pour ne pas contaminer l'information qui ressort de ces sessions, puisqu'elle en est déjà. Voilà, aujourd'hui, on a aussi un sponsor anonyme qu'on remercie de nous soutenir, de nous voilà, sponsoriser dans ce travail-là. Il n'a pas pu être là aujourd'hui, malheureusement. Et voilà, on lui remercie. Si vous souhaitez aussi être présent avec nous dans ces investigations, vous pouvez envoyer un mail à investigation avec un s @calogero.com. Et c'est bon pour moi, j'ai tout dit. Florence, tu peux fermer les yeux et prendre 3 respirations profondes. À 3, connecte-toi au champ cérébral humain et observe la relation entre l'activité neuronale et la manifestation de la conscience. Un, 2, 3. Que perçois-tu ou visualises-tu? Alors, ce que je vois là, c'est il y a un champ énergétique au niveau du cerveau Mhm, et il y a une certaine densité. C'est actif. Il y a une densité parce que c'est actif en tout cas. Et, mhm, euh, et ça peut varier selon les gens. Euh, Par rapport à la conscience, effectivement, il y a des fois c'est très bas, enfin très bas. Euh, c- le champ énergétique que je vois, il peut être très fin, mhm, c'est-à-dire quelques millimètres autour du cerveau, jusqu'à 10-15 millimètres, centimètres plutôt même, autour du cerveau. Ça peut être très ample. Ouais. mhm. Bien. Où réside et se manifeste la conscience d'un individu humain? Je vois que c'est plutôt au centre du cerveau. Ok. Observe si un lien émerge entre l'état de conscience et la perception de la réalité. Alors, ce que je vois dans il peut y avoir selon les états de conscience, ça peut être complètement différent. La perception de la réalité, elle varie en fait en Mhm, fonction de la conscience. Je vois même euh, il peut y avoir, je vois l'image que j'ai, c'est un volet et qui est sur la conscience et quand le volet est presque fermé, effectivement, la réalité, elle est d'une certaine façon mhm, comme limitée puisque l'ouverture du volet est toute petite.
Et là, plus le volet est ouvert, plus, plus la réalité est visible à 360 degrés. Voire, ouais, c'est ça. S'il y a une ouverture complète, on peut voir large. Il y a Mhm. possibilité de ça, en tout cas. Bien. Existe-t-il une interaction entre les champs électromagnétiques du cerveau et le champ quantique universel? Alors, peut y avoir une influence du champ quantique par rapport à l'électricité du cerveau, oui. Même si je sens bien que l'électricité au niveau du cerveau, elle fonctionne en autonomie et il y a des possibilités de, ce, de reliance électrique, comme des connexions électriques qui peuvent être similaires au champ quantique. Et ça permet d'avoir les informations de même intensité électrique. Et ça peut même marcher dans l'autre sens, c'est-à-dire que des intensités électriques du champ quantique Mhm. euh, peuvent euh, ouvrir des possibilités électriques de même intensité dans le cerveau. Est-ce que c'est clair ce que je t'ai dit? Oui, Ok. oui. Donc il y a une relation entre les deux. Mm. Est-ce que tu perçois autre chose? Depuis tout à l'heure, je sens qu'il y a quelque chose qui se manifeste en lien avec le cœur et en plus du cerveau. Mhm. Ok, très intéressant. Ok. La conscience individuelle peut-elle exister indépendamment du corps physique? Oui, oui, oui. Je vois même une, je vois même que c'est là tel que j'ai l'information, je vois que c'est vraiment quelque chose qui est séparé du corps humain et ça peut venir s'installer dans un corps humain. Mhm. Et ouais, même quand c'est installé dans le corps humain, je sens que c'est assez indépendant, c'est autonome. Mm. Mhm. Est-ce que tu perçois autre chose? Alors, ce que je vois de la conscience quand elle s'installe dans le corps humain, ça, elle prend les commandes du corps humain. Et ouais, c'est intéressant de voir ça. Oui. Mhm. Au moment de l'expérience de la mort, qu'advient-il de la conscience? Au moment de la mort, ça reste un petit instant encore. Euh, je vois il y a des zones du corps qui s'éteignent pas tout de suite quand il y a la mort. Et encore quelques instants après, la conscience, elle reste. Mhm. D'ailleurs, c'est l'image que j'ai, c'est ce qui permet de réanimer les corps avec un massage cardiaque.
Mhm, parce que la conscience est encore là, même après la mort. Si elle partait, on ne pourrait jamais réanimer un corps. mhm, ok. Est-ce que tu perçois autre chose? Ça ne meurt pas, en tout cas, cette conscience. C'est je sais pas comment décrire ça. C'est très éthérique et ça reste vivant. Oui. Certains individus atteints d'hydrocéphalie et dont le cortex cérébral est très réduit ou altéré présentent néanmoins une intelligence normale ou parfois supérieure à la moyenne. Comment vois-tu la conscience de ces personnes? Je la vois un petit peu autant que tout à l'heure, je voyais une conscience qui était pleinement entrée dans le corps et qui prenait quelque part toutes les manettes du corps. Et là, chez cette personne, je vois plutôt, c'est pas complètement rentré dans le corps. Ça reste, de ce que je vois, ça reste au niveau de la tête. Et il y a des commandes qui fonctionnent pas au niveau du corps. Euh, mais mais c'est bien aux commandes de certaines parties, oui, complètement. Mhm, C'est pas comme si elle était plus petite. C'est pas du tout comme ça que je le perçois. Elle reste pleinement conscience, en tout cas, elle n'est pas réduite du tout. C'est une interaction avec le corps physique qui est différente. mhm. Est-ce que tu perçois autre chose? Est-ce que tu as plus d'informations? Je sens des endroits qui ne sont plus des endroits au niveau physique qui ne sont plus suffisamment électrifiés. Il y a- Et c'est un peu des parties qui sont en stand-by. En stand-by parce ils sont mis en attente. De ce que je vois, il y a des parties qui pourraient être réanimées en électricité et se remettre en fonctionnement. Mhm. Bien. Et la dernière question de la partie fixe, Florence, c'est à quoi ressemble la conscience chez les sujets en état végétatif? Elle est occupée à autre chose. Elle est là Mhm. et elle est plutôt occupée sur un plan éthérique que physique. Euh, ouais. Et là, je la vois plutôt derrière le corps physique. Oui. Elle n'est pas dedans, tout en étant connectée à ce corps physique. Elle reste là quand même. Il y a des commandes qui sont mises En c'est stand-by, en en veille, veille. c'est mis en veille, comme sur un Mhm. écran d'ordinateur. Tout est allumé, mais c'est en veille. Mhm. Pourquoi elle reste là? Alors, Ok. Je vois que dans l'être humain que j'ai, qui est en état végétatif, c'est plutôt, il y a il y a un travail il y a un travail de conscience qui est fait sur un autre plan. c'est-à-dire. C'est-à-dire que je vois énormément d'activités au niveau électrique du cerveau et
de ce que je vois, il y a une expérience qui est faite sur un autre plan et pas sur le plan physique où c'est en état végétatif. Que Il y a un- fait la conscience? Elle est occupée à autre chose, à une expérience ouais. autre dans le plan métaphysique. Mais quelle est cette expérience? Qu'est-ce qu'elle fait pendant que le corps physique il est en état végétatif? Euh, je vois l'autre plan où il y a l'expérience à laquelle il y a vraiment un... Elle participe pleinement sur une autre... ça fait un... Ce que je vois, c'est que la conscience, elle se dit, bon, bah là, pour l'instant, c'est en veille. Je vais aller faire l'expérience ailleurs. Donc, il y a de ce que je vois, il y a une transposition de l'expérience humaine sur un autre plan. Ça fait euh, ça fait presque un double de cette personne-là sur des choses qui devaient être mises en place, expérimentées avec ce corps physique. Elle va aller l'expérimenter ailleurs. Je la vois Oui, tricoter, en fait, l'image que j'ai, oui. je la vois tricoter le même corps humain et, euh, et vivre l'expérience dans ce corps humain qui est le même, Mais dans dans un quel, autre plan. quand tu dis dans un autre plan, tu Ouais. veux dire, est-ce que c'est sur la Terre ou est-ce que c'est sur une autre planète, à un autre endroit? Alors, ça peut être sur la Terre, mais ah oui, si ça peut être sur la Terre, je vois on peut rencontrer cet être humain-là Ok. sur Pour, un autre plan. Ouais, Pourquoi? effectivement. Quelle est la raison pour laquelle cette conscience ne se déconnecte pas de son corps physique qui est en état végétatif pour faire les choses dans l'ordre, aller vivre une autre expérience pleinement après celle-là? Pourquoi elle se déconnecte pas? Qu'est-ce qui la retient? Ouais. Tout de suite, ça m'emmène au niveau du cœur. Il y a Oui. quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Il y a une, Elle est retenue par cet endroit-là. Il y a, Est-ce que tu perçois il y a des quelque liens? chose qui est vécu au niveau du cœur. Mhm. Je vois que c'est les proches qui font ça. C'était ma prochaine Quand, question. ouais, quand les gens, même je vois s'il n'y a pas de proches et que c'est le corps infirmier, par exemple, qui s'occupe de ce corps, euh, il y a il y a une interaction de cœur à cœur Mhm. et c'est ce qui fait que la conscience reste. Ouais. Si le corps il est laissé à l'abandon, aussi bien par les proches que par le corps médical, par exemple, euh, là, la conscience, elle va se détacher. Parce qu'au niveau du cœur, il se passe rien. Même un animal, ça, je vois même un animal qui resterait assis, par exemple, ou couché près de ce corps, euh, fait que la conscience, elle reste. Alors, que peuvent faire les autres personnes de la famille, les proches, pour qu'elles ne restent pas, pour faciliter ce détachement? Ce que les proches pourraient faire, c'est accepter déjà que le corps en termine là, que l'histoire se termine là, et autoriser et autoriser ce corps à partir, lui donner l'autorisation. Enfin, c'est pas lui donner Ouais, l'autorisation, c'est lui dire.
que ce corps, dire à ce corps qu'il peut partir quand il veut. Ça faciliterait le départ. Oui, Euh, non pas que ce corps ait besoin d'une autorisation, mais non, est-ce que tu perçois de ce corps qui est en état végétatif des émotions qui le font rester là? oui, oui. Pas Les que premières, les émotions du mm, proche qui le retiennent, il y a mm, aussi ses propres ses émotions. propres émotions, oui. Euh, Oui, il y a des regrets, des émotions de regret, ok. de tristesse, Mhm, que puisse s'arrêter là. Et ouais, voire même un grand chagrin, un grand effondrement émotionnel de se dire que ça s'arrête là. mhm. Observons maintenant, Florence, la conscience. Qu'est-ce qu'elle fait sur un autre plan? Alors la conscience sur un autre plan, je la vois bah, justement expérimenter des détachements, de vivre des expériences euh, pour acquérir le non-attachement. Et je vois que quand l'expérience elle est faite du détachement, ça permet à ce corps qui est végétatif Mhm. d'avoir cette information-là. Et à un moment donné, ce corps peut se détacher de l'expérience physique, peut décider d'arrêter. La conscience, quand elle va expérimenter sur un autre plan, elle y Mm. va en entier. Non, il reste toujours un lien avec le corps physique qui est végétatif. Est-ce qu'elle se fragmente? Ou est-ce qu'on peut appeler ça une fragmentation? Ce que je vois, c'est, pour moi, ça se fragmente pas. Ce que je vois, c'est un peu comme un chewing-gum qu'on étire. Il s'étend, ouais. Donc, il reste un petit morceau, toujours avec ce corps physique végétatif, et le reste s'en va faire l'expérience. C'est imagé, tu vois. Mhm, mhm. Et donc, on avance dans le temps. Dans cet exemple-là que tu as, cette conscience-là, le corps physique est resté combien de temps en état végétatif? J'ai 12 ans. 12 ans, d'accord. Ok. Et la conscience va faire son expérience de détachement. Et qu'est-ce qui se passe après? Comment elle se détache du corps physique? Et au bout de 12 ans, effectivement, là, je vois que le corps, il a pris des informations du détachement et je vois que tous les organes, petit à petit, s'arrêtent de fonctionner. Mhm. Et, et ouais, tout s'éteint au fur et à mesure. Il y a l'électricité, le fonctionnement électrique qui s'arrête. Ça se fait en douceur, tranquillement. Et voilà. Et le corps, il s'arrête complètement de fonctionner. Et la conscience, elle, quand il y a plus d'organes qui fonctionnent, plus d'électricité nulle part, la conscience, elle s'en va. Mhm. Bien. Déconnecte-toi de cette scène et de Mm, ces informations, Florence. ouais. Hum, Quand on parlait de si la conscience individuelle peut exister indépendamment du corps physique, tu as perçu que oui, que la conscience individuelle est séparée du corps humain et vient s'installer dans le corps et prend les commandes. Mm. Ma question est, est-ce que tu perçois, est-ce qu'il existe euh, des consciences qui vivent sur sur plusieurs plans en même temps, donc plusieurs vies en même temps? Oui, oui, pour moi, c'est ce que je vois en tout cas, oui. Mm. Ouais, ouais.
Donc, une conscience peut vivre plusieurs expériences. Ouais, c'est ce que je vois. Pourquoi? Ça permet d'apporter tout se complète. Par exemple, là, j'ai une conscience qui fait quatre expériences en même temps. Et je vois que les expériences peuvent être différentes, mais ça se complète. Les informations se regroupent et ça sert à toutes les expériences en même temps. Choisis une de ces quatre expériences que cette Ouais, conscience fait. d'accord, je l'ai. Une femme, C'est homme, une figure femme, une spéciale. jeune femme, une Mhm. trentaine d'années, Oui, comment tu l'aperçois dans sa vie? très dynamique, joyeuse, avec beaucoup d'entrain. Mhm. Comment tu perçois sa partie subliminale, sa conscience? Sa partie subliminale, euh, elle est active. Je la vois libre en tout cas. Est-ce qu'elle est pleinement dans son corps physique? Elle est pleinement dans son corps physique. En tout cas, elle est bien en lien. Oui, 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 oui. Mm. Elle est très active, la partie subliminale. Ouais. Mm. Mhm. Et les trois autres vies, prends un point de vue Ok. observateur et observe les quatre expériences. Ouais, je vois un homme là. Il est plutôt dans 45 ans. Et Oui. il est plutôt une vie tranquille. Je crois que c'est Est-ce- plutôt, ouais, plutôt une vie tranquille, un travail tranquille, une vie de famille Mhm. tranquille. Et sa partie subliminale, est-ce qu'elle est pleinement dans son corps? Là, c'est un petit peu plus, elle est un peu plus à côté, et pas complètement dedans. Mhm. Et les deux autres vies, du coup? Ok. Une Je fois une enfant. observe juste si Hmm. la partie subliminale est dans le corps ou... Ok. Donc, il y en a une expérience, oui, complètement dans le corps, et une autre qui n'est pas complètement dedans. Donc sur quatre expériences physiques que cette conscience est en train de vivre Hmm. simultanément, il y en a deux où elle est pleinement dans le corps et deux Ouais. où elle ne l'est pas. Ou pas complètement, ouais, à moitié. Hmm. Euh, Pourquoi dans les deux elle n'est pas complètement dedans? Ok. Euh, sur une, euh, sur une expérience, il y a quelque chose qui appuie au niveau de la tête de l'être humain et c'est ce qui fait que ça. Il y a quelqu'un qui est assis là, en fait. Ouais. C'est ce qui fait que la partie subliminale, elle est un petit peu en retrait. Elle n'est pas complètement dedans. Ok, ok. Euh, Est-ce que tu perçois, Florence, en observant ces quatre expériences de Mm. cette conscience, est-ce que tu perçois que euh, le fait qu'une conscience vive simultanément quatre expériences est un bénéfice ou il y a des... Dans l'expérience que j'ai là, je vois de cette conscience, Oui, c'est bénéfique oui. parce que je vois que à chaque fois qu'il y a une expérience qui est faite, euh, il y a il y a une acquisition de conscience justement qui sert vraiment à toutes les autres consciences, aux quatre consciences en même temps. Elles Je vois sont liées. ouais, tout est lié. Mm.
les informations remontent tout le temps à la conscience et, euh, et je vois que ça ouvre plus de conscience à chaque fois aux autres. D'accord. Ok. Très bien. Maintenant, déconnecte-toi de Mm. ça et on trouve une conscience qui a une seule expérience et qui se concentre à 100% sur sa seule expérience terrestre. Ok, je l'ai. Oui. Comment tu l'aperçois? J'aperçois une femme très âgée, Mhm, enfin très âgée, 72 là j'ai mhm. en âge. Et je vois que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute de son corps. Sa conscience est pleinement dans son corps, elle vit Oui, pleinement cette expérience. oui, oui, oui. Quel est le bénéfice, disons, de vivre qu'une seule expérience? Euh, le bénéfice de vivre qu'une seule expérience, c'est, en tout cas là, pour cette femme-là, je sens elle peut ressentir tout ce qui se passe dans son corps Mhm, avec une précision chirurgicale, j'ai envie de dire. mhm. Et Comment elle s'appelle cette dame? Anna, Anna. Florence, est-ce que je peux parler à Anna à ouais. travers toi? Bien, laisse-moi avec Anna. Bonjour Anna, Bonjour, comment vas-tu? ça va bien, Moi, je suis Johanna et je cherche des informations sur la conscience. d'accord, Ma collègue Florence t'a perçu en train de vivre pleinement ta vie. d'accord. Est-ce que je peux te poser quelques questions? Est-ce que tu es d'accord Oui, pour répondre? Bien, oui, je suis d'accord. bien, merci. Pourquoi tu as choisi de expérimenter une seule expérience en même temps et pas plusieurs? Euh, pour moi, important de faire qu'une seule expérience et de la faire complètement jusqu'au bout, avec beaucoup de finesse. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? Ça m'a apporté un lien très fort avec la partie physique. Qu'est-ce que tu as appris de cette vie? Ce que j'ai appris de cette vie, c'est que plus j'ai pris de l'âge, plus j'ai j'ai pu observer ma vie et c'était plus léger à vivre. Mhm, Quand j'étais jeune, à fond dans la vie et j'étais impactée par tout ce qui se passait en moi et à l'extérieur. Et là, je suis moins impactée. Je suis plus dans un état de observateur. sagesse. Mhm. Ouais, j'observe. Tu as fait combien d'expériences sur Terre dans un corps physique, Anna? 9. D'accord, bien, très bien, Anna. Bah, merci pour tes réponses. Qu'est-ce que tu vas faire après cette vie? Ce que je vais faire après cette vie, eh bien, je vais continuer à faire une autre vie encore. T'aimes bien? Oui, il y a des choses encore d'autres choses à expérimenter, oui. Tu vas revenir sur Terre? Tu- Est-ce que c'est sur Terre? En tout cas, oui. Oui. Ok,
Merci, Anna. Florence, déconnecte-toi. Ok, Déconnecte-toi. je suis Ça là. va, Florence? Ça va, très bien. Ok, ok. Bien. Euh, tu as... si la conscience, quand elle vient sur Terre, elle s'incarne, elle prend les commandes d'un corps physique humain, est-ce que tu perçois qu'il y a des corps physiques humains sans conscience? Oui, il y en a, je les vois. Mm. Qui contrôle du coup ces corps humains sans conscience? La première information que j'ai, c'est assez robotique. C'est Oui. très mécanique, ouais. Et donc, comment ils fonctionnent? Je vois même ces gens-là qui interagissent avec les autres humains sont plutôt ont des réponses presque toutes faites. C'est très, il y a pas, il y a pas de, ils sont très obtus dans leur fonctionnement, dans la façon d'interagir avec les autres. C'est comme s'ils disaient des répliques de films ou des Ouais, scénarios, c'est ça, on peut tout parler de déjà ça, ouais. tout fait, C'est ouais. tout mâché, ouais. Mm. Euh, est-ce que ces corps sans conscience peuvent interagir avec des corps avec conscience? Les corps avec conscience comprennent pas du tout comment ces gens-là fonctionnent. Donc ça reste très, ils s'en détachent vite. Ça reste très superficiel. Mhm. Euh, pourquoi il existe des corps sans conscience, Florence? Mm. Quelle est la raison? La première information que j'ai, c'est perturber les êtres humains qui ont une conscience. Quel C'est effet? Oui, ouais. Mm. dis-moi. Ouais, je vois le but, c'est c'est de les enfermer dans leur propre corps. C'est ça, c'est ce que je vois. D'enfermer les corps avec conscience dans leur propre corps? Ouais, c'est ça. Tu peux me donner plus de détails ou un Ouais. exemple? Mm, mm. Euh, le fait d'avoir réussi, si la conscience de l'être humain est assez, n'est- assez limitée, Oui, ça me ramène à la première image que j'avais tout à l'heure où il y a des consciences, où il y a des fines couches. Et, euh, et dans ce cas-là, c'est des êtres humains qui peuvent être vite embarqués dans un autre, dans des fonctionnements, influencés par d'autres fonctionnements. Et quand ils sont en contact de corps humains avec, qui n'ont pas de conscience, oui. ils peuvent, ça fait un peu un problème électrique dans leur cerveau. Et le fait d'avoir des réponses robotiques en face, ça fait un problème électrique. Et ça fige un peu leur système de réflexion. Et c'est ce qui fait que ça les enferme dans leur propre corps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça les enferme dans leur propre corps? Ça les fige, Hmm, ça les met un petit peu en... C'est pas en pause, mais en... Ça les ralentit carrément. un peu un court-circuit, Presque, ouais. mais Ça les qui, ralentit. Mais il y a quand même un peu de système électrique qui fonctionne, mais c'est très ralenti. Et c'est... pendant combien de temps? Alors, pendant combien de temps? Tant qu'ils sont en contact avec ce genre d'être humain, sans Mhm, conscience. Mm. mhm. Ok, ok. Euh, bien. Combien, est-ce que tu perçois que des corps physiques sans conscience, quelle est la proportion, le rapport entre les deux, entre les sans conscience et les avec conscience?
Euh, Là, le premier chiffre que j'ai, c'est 10% de sans conscience. Mhm. Ok, bien. Alors, qui les contrôle? Comment ils fonctionnent? Alors, qui les contrôle? Oui, est-ce qu'ils sont contrôlés par quelque chose? Ah oui, ils sont contrôlés par quelque chose, même si il semble, il y a une certaine autonomie quand même, Oui, mais derrière, il y a un contrôle reptilien. Mm. oui. Et comment il fonctionne ce contrôle? C'est à travers quoi? Quels sont les instruments de contrôle? Moi, je vois beaucoup de robots, hein. Mm. D'accord. C'est très robotisé, oui. Mm. Mhm. Ok, bien. Déconnecte-toi. Ouais. T'as perçu un lien avec le cœur et le cerveau, entre le cœur et le cerveau, quand on parlait des champs quantiques Mm. qui influencent l'électricité du cerveau. Quel est le lien? Comment tu perçois ce lien? Alors, c'est électrique et effectivement, tout ce qui est émotionnel a beaucoup d'influence sur toute l'électricité du cœur comme du cerveau. Comment les deux, le cœur et le cerveau, s'influencent? Je sens ça fait des pôles électriques qui sont, je vois des clapets qui laissent passer le courant et ça permet, par exemple, je vois des clapets au niveau du cœur qui laissent passer le courant électrique et c'est reçu au niveau du cerveau qui ouvre aussi des clapets et il y a un équilibre, je vois un peu un système de balance, ça s'équilibre Mhm, sans arrêt, en fait, ça fait ça. C'est toujours en train de s'équilibrer. Il y a des moments plus que d'autres, mais ce que je vois, c'est qu'au départ, il y a un équilibre et selon ce qui est vécu, ça bouge et mhm, ça influence aussi bien le cœur que le cerveau. Vraiment, il y a un lien entre les deux. mhm. Très bien. Tu as perçu, Florence, que la conscience se manifeste au centre du cerveau d'un individu humain. Oui. La glande pinéale, l'épiphyse, est-ce qu'elle a un lien avec la conscience? Est-ce qu'elle a un rôle? En tout cas, alors est-ce qu'elle a un rôle? Qu'est-ce qui te vient? Oui. Moi, ce qui me vient là tout de suite, c'est effectivement, c'est là que ça se passe, c'est à cet endroit-là, au Mhm, centre. Et je vois s'il y a une épiphyse qui est très, comment dire, je la vois un peu sèche. mhm, Voilà. Et du coup, du coup, au niveau de la conscience, ça fait il y a une interaction qui n'est pas complètement pleine. S'il y a une épiphyse qui est bien hydratée, ouais, c'est comme ça que je la vois en tout cas, bien mhm, hydratée, bien gonflée, vivante, et pleine de vie. Je vois que la conscience, elle reçoit ça aussi et ça lui permet
de, je vois un champ des possibilités qui est ouvert. C'est comme, il n'y a pas de limite là. Il n'y a pas de Mhm, limite. mhm, ok. Euh, disons que on est dans un monde qui est contrôlé, Hmm. qui est un monde qui veut nous emprisonner à travers tout ce que l'on sait déjà, les réincarnations, tout ça. Pourquoi on a en nous une glande ou quelque chose, un élément qui nous permettrait de sortir de ce monde? Parce que c'est là que ça a été posé, en tout cas. On ne peut pas Mhm. sortir de ce monde par par les os, par exemple, ça marche pas. Oui, mais pourquoi on a un élément en nous qui nous permet de Ouais. grandir en conscience, de s'élever, d'avoir plus d'informations, si c'est ce que la glande pinale permet de faire? Oui, en tout cas, je vois que ça ouvre toutes les possibilités. Et, Est-ce que tu perçois pourquoi? ce que je perçois comme information, c'est comme s'il y avait eu une erreur au départ de fabrication. Mhm. Il y avait il y a quelque chose qui s'est développé là et c'était pas prévu. Qui Alors, a c'est une fait erreur cette ou c'en est erreur? pas, mais en tout cas, Oui, il y a oui, quelque oui. chose qui s'est développé là. C'est pas une erreur pour nous, c'est C'est sûr. ça. Mais donc, qui a fait cette erreur? Remonte dans le temps, Ouais. observe ce qui se passe, La la première info que j'ai, création. c'est au niveau de l'ADN. Il y a quelque chose qui a transmuté au niveau de l'ADN et qui permet ça. Comment Et quel est le lien entre la conscience et l'ADN, Florence? je vois une chaîne d'ADN Mhm, et je vois la conscience qui est mise dans chaque information d'ADN. à quel moment? Quand elle prend les commandes? Euh, dès le départ, dès la première cellule. Alors, Mhm, dès la première cellule qui est fabriquée, euh, je vois même une conscience. C'est vachement marrant. Je vois une conscience dans l'ovaire. Je vois une conscience dans le spermatozoïde. mhm, Elles sont différentes. oui, Et quand ça se rassemble, oui. euh, ces deux consciences-là, il y a une troisième conscience qui s'installe là. C'est vachement marrant ça. Qui prend la Mhm, place même. C'est de ce que je vois, c'est la conscience de chaque cellule, donc ovaire et spermatozoïde, enfin ovule, oui, plutôt que ovaire d'ailleurs, mais oui, oui, oui. euh, euh, permettent de rassembler ces deux cellules et après elles s'en vont. Il y a une troisième conscience qui s'installe là pour vivre l'expérience à partir de la première cellule fabriquée. Mhm. Très, très, très intéressant, Florence. Ok. Euh, déconnecte-toi de cette information. Ok. On parlait du champ quantique et électromagnétique. Mm. Est-ce que entre le champ
quantique, qui est le champ électromagnétique de la planète, Mhm. est-ce que tu perçois une relation d'interférence ou une relation harmonieuse avec le champ électromagnétique d'un cerveau humain, d'une conscience humaine? Donc là, je regarde le champ électromagnétique de la Terre pour voir s'il y a une influence sur le cerveau humain au niveau électromagnétique, c'est ça? Oui, donc entre le champ électromagnétique terrestre et le champ Mm. électromagnétique individuel d'une personne, Ok. perçois-tu une relation d'harmonie ou d'interférence? Pour moi, c'est deux choses différentes de ce que je vois. Qu'est-ce que tu vois? C'est vraiment deux choses individuelles. Mhm. Euh, Est-ce qu'elles interagissent à des alors, moments? Pas. est-ce que ça interagit à certains moments? Ça a des influences, oui. Euh, Ça a des influences. Je vois par exemple, l'exemple que j'ai là sous les yeux, c'est une éruption volcanique. Et je vois que ça agit sur l'énergie quantique de la terrestre. Et ça a une influence aussi sur l'individuel de l'humain. Oui, À travers c'est quoi? électrique. Mm. Ok. Est-ce que tu perçois que le champ quantique universel influence les croyances des gens? Alors, ça influence les croyances des gens si c'est interféré, oui. Là, je vois que l'interférence, elle agit par le quantique. Elle peut agir par le quantique, effectivement, pour agir sur l'être humain, ouais. Mm. Même ça peut agir sur le quantique terrestre aussi, d'ailleurs. Ouais. Mhm. S'il y a une interférence, ouais. Mm. En fait, c'est super facile Euh, d'interférer. explique-moi comment fonctionne cette interférence. Quel est le mécanisme de cette interférence du champ quantique universel? Ouais, ça se passe au niveau euh, télépathique. Je vois qu'il y a déjà une activité électrique à ce niveau-là. Oui. Et il suffit de passer l'information en télépathie dans le champ quantique. Et l'information, il suffit que l'information soit précise, complète. Et effectivement, par exemple, je vois là, pour en revenir à l'éruption volcanique, Mhm. je vois qu'il y a possibilité d'interférer sur le champ quantique, en passant par le champ quantique en tout cas, euh, pour lancer une éruption. C'est complètement possible. Avec une information, comme l'information est électrique, je vois que, il y a possibilité de déclencher une éruption volcanique. Et qui ou quoi envoie cette information électrique? Ouais. Alors, ça peut être des interférences. Mhm. Donc, je vois reptiliennes tout de suite. Et en Oui. deuxième information, j'ai aussi des groupes d'humains qui peuvent déclencher ça, oui. Comment? Comment un groupe d'humains peut déclencher une éruption volcanique? Ouais. Je vois des... J'entends des paroles qui sont dites en même temps, répétées. Ça fait un peu style mantra, un peu, et avec une grande puissance. Et
Et il y a des rituels là derrière. Je vois des rituels. Oui, ok, j'ai compris. Mm. Euh, hmm, Déconnecte-toi du Ouais, volcan. On prend un exemple de vraiment une conscience incarnée dans un corps physique. ok. Comment le champ quantique universel influence cette personne ou inversement Bah, on peut y trouver plein d'informations dans le champ quantique dans le universel? champ quantique universel. Et je vois que la personne, euh, dès qu'elle émet, par exemple, elle a perdu quelque chose, un objet, Oui, et elle veut retrouver cet objet, et oui, elle se... Ah, c'est marrant, ça passe par le champ quantique. Elle peut passer par le champ quantique. pour trouver l'objet. Ouais. C'est c'est une histoire de vibration, Oui, une histoire de fréquence. L'objet, il représente une certaine fréquence. Et la personne, se synchronise. elle se synchronise avec cette fréquence et ça peut lui permettre de retrouver cet objet perdu. Elle le fait intentionnellement ou elle le fait pas exprès? Alors, ça peut être les deux si elle n'a pas conscience de comment elle fonctionne. Mhm. Si elle a conscience de comment elle fonctionne, juste son champ à elle suffit pour, Trouver se l'objet. reconnecter à la vibration de l'objet et de le retrouver. Mhm. Et elle peut, en conscience aussi, passer par le champ quantique. C'est une possibilité en tout cas. Et par contre, si elle n'a pas conscience de comment elle fonctionne, elle peut émettre l'idée et ça peut partir plutôt vers le champ quantique que par sa conscience de champ à elle. D'accord, donc ça dépend du Mm. Ouais, niveau de conscience. Et ouais. Florence, qu'est-ce que tu Hmm. Qu'est-ce que tu peux percevoir sur les niveaux de conscience, les différents niveaux de conscience? Décodifie ces mots qu'on dit beaucoup, on les dit souvent, ces mots, niveau de conscience. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Ce que je perçois, c'est que la conscience, elle est là de toute façon, à l'origine, Mhm. et c'est les expériences de vie terrestre qui font que ça met je vois que ça peut mettre comme des plaques, ça ressemble à des plaques sur la conscience, ou ouais, un peu dans ce style-là, des plaques ou des volets. Oui, Euh, le volet. voilà, ça ferme des choses, des endroits en tout cas, et c'est rigolo parce que je vois, en façon de parler, je vois, l'être humain s'auto-ferme à cette conscience par son expérience. Pourquoi? C'est des croyances. C'est des Mhm. croyances. D'accord. Mhm. Mm. Et après, ouais, pour réouvrir tous ces volets-là, ça peut aller très vite, mais ça peut aussi prendre du temps. Mm. Très bien, très bien. Maintenant, Florence, on a deux questions du sponsor. Ouais, Quel est l'effet du soleil sur la conscience humaine? d'accord. Je- Là, tel que j'ai l'information, Oui, le soleil, je perçois, je perçois plutôt quelque chose de. Alors, comment je vais décrire ça? Je vois le soleil qui est
quelque chose de figé. Oui. Et, et au niveau de la conscience humaine, ça fait... alors, je regarde avec une conscience humaine qui a toute sa conscience. Ça n'a pas d'influence sur la personne qui a toute sa conscience humaine Mhm. en conscience et elle vit sa vie sans être influencée par ça. Si la personne, elle a pas toute la conscience, je regarde. Quand tu dis elle n'a pas toute sa conscience. Ouais, ça veut dire qu'il y a des volets, tu vois, qui sont mis, Oui, oui, ok. tu vois. Mm. Et non, je vois pas d'interaction avec le soleil là. D'accord. Parce que le soleil que j'ai là, que j'ai en première image, il est figé. Il n'y a pas de. Je vois qu'il vit sa vie dans son coin et Est-ce que ce soleil, il émet quelque chose énergétiquement? clairement, le soleil que j'ai là tout de suite, j'ai l'impression que c'est un faux soleil. Oui, Alors, ok. je suis un peu coincée pour répondre parce que un truc en carton. Je vois un truc en carton. D'accord, ok. Et dernière question, selon vous, donc qu'est-ce que tu perçois toi, Florence, que Ouais. pouvons-nous faire pour renforcer le lien entre le corps physique et la conscience? Le premier info que j'ai, c'est vivre sa vie. C'est comme la conscience, elle est là d'entrée pour éviter enfin, pour éviter ou pas éviter en fait, mais ça serait pour être plus en lien avec notre conscience, c'est vraiment vivre sa vie, être ce que j'ai, c'est prendre conscience que ça, prendre conscience que ça, il y a des instants qui sont précieux, si petits entre guillemets soient-ils. Mhm. Et ça relie carrément le corps humain avec la conscience. Bien, très bien. C'est pas se prendre la tête, en fait. Ouais, c'est ça un peu l'idée, Oui, ne pas se prendre la tête. oui. Et derrière cette idée de ne pas se prendre la tête, il y a encore énormément d'informations qu'il faut découvrir, qu'il faut s'approprier, en fait. Mm. Ouais. Mais, oui, ok. Merci, Florence. Est-ce que tu perçois autre chose par rapport à la conscience humaine? Non, je pense on a bien fait le tour là. Mm. Ok, bien. Alors, déconnecte-toi de toutes ces scènes, de Mm. tout, de tout. Mm. Bonjour, bienvenue. Coucou. Ça va? Comment tu te sens? Ouais, je me sens bien. Qu'en as-tu Ouais, pensé je de me sens cette bien. investigation? Qu'en penses-tu? C'est intéressant, mais j'avais la sensation des fois, c'est la première fois que ça me fait ça. Des fois, je sentais que l'information pouvait être interférée. C'était pas la bonne. Elle l'est, elle l'est. Et c'est marrant parce que d'habitude, je sais que c'est possible Mhm. et je l'aperçois Donc pas là, tu l'as forcément. vraiment senti, toi. Et là, je l'ai senti. Je me suis dit, ah, c'est vachement intéressant parce Mhm. que je donne l'info et je sais qu'elle est interférée. Mais oui, c'est ce que toi, tu as J'adore. perçu à Ouais. travers déjà les filtres que tu as et Mm, tout ce qui nous entoure, en fait. Je vous conseille, à tous ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, je vous conseille de regarder la vidéo de Calo juste après. mm, Quand je vais arrêter cet enregistrement, il va y avoir sa vidéo où il explique, en fait, comment l'information est contaminée et
même si l'information est contaminée, il explique très bien pourquoi Mm. on fait ce genre de travail, pourquoi on continue à faire les sessions d'investigation. En attendant, je te remercie beaucoup, Florence. Très, très intéressant. Merci à toi. Et on se voit tous ensemble ce vendredi à 15h30 sur cette chaîne, dans le live, pour analyser, pour voir un petit peu ce qui est ressorti dans les autres investigations aussi. Et voilà, on va comparer, on va extraire, on va dire, les informations les plus pertinentes, les moins contaminées, ou les plus contaminées, je sais pas. Aussi. Merci beaucoup, Florence. Merci tout le Merci. monde. Merci à tous. Et on se revoit bientôt. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir. Ciao. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo?
che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, ha forma
di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.
Ciao.